Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. On en a l'habitude, mais le phénomène prend une ampleur qui interpelle et inquiète de plus en plus le continent. Les violences xénophobes en Afrique du Sud. 5 Mozambicains ont déjà trouvé la mort. 1000 ont déjà regagné le Mozambique. Des Malawites, des Zimbabwéens, des Namibiens, des Congolais, des Nigériens, des Ghanéens, et j'en oublie, sont violentés, leurs biens saccagés ou pillés. La police sud-africaine peine à les protéger. Parfois, elle est même complice par sa passivité face aux violences que subissent les migrants en Afrique du Sud. Le phénomène n'est certes pas nouveau, mais cette fois-ci, trop, c'est trop. L'Union africaine a grondé ce 25 juin, auquel, lors d'une de ses réunions, le président ghanéen est en colère. Il veut faire payer à l'Afrique du Sud le mal, le préjudice subi par ses compatriotes sur le sol sud-africain. Mais il n'est pas le seul. La Namibie, la Tanzanie, le Mozambique et j'en oublie, exigent des comptes de la part des autorités sud-africaines. Acculé, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a promis ce 25 juin tout mettre en œuvre pour protéger désormais les étrangers. Mais le mal est déjà fait. Place à l'analyse dans cette émission. Que se passe-t-il véritablement en Afrique du Sud? Comment comprendre les violences? Le pouvoir sud-africain sera-t-il en situation de tenir la promesse faite ce 25 juin par le président Cyril Ramaphosa de protéger désormais les étrangers? Trois invités avec moi pour en parler. César Beng, vous êtes juriste international, consultant, essayiste, ancien conseiller entre vous de Philippe Séguin, un ancien responsable politique français disparu. En 2010, vous avez travaillé avec l'homme, plaidoyer pour une Afrique qui gagne. C'est le livre que vous avez consacré au continent africain, où vous vantez les mérites du continent. Mais que se passe-t-il en Afrique du Sud? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Claude Wilfried Ekanga, vous êtes analyste et politique, un habitué de mon émission. Dirais-je, l'Afrique du Sud incarne et illustre d'une certaine manière l'un des paradoxes du continent, la plus grande puissance économique du continent qui a le plus fort taux de chômage après les Swatini, 30% de taux de chômage. Devant, du moins juste derrière les Swatini, 34,2%, mais c'est aussi le plus fort taux de criminalité. Comment se fait-il que la plus grande puissance du continent concentre autant de paradoxes, autant de contrastes? Et pourquoi les autres Africains ne peuvent pas-ils vivre en paix en Afrique du Sud? On en parle au cours de cette émission. Merci Richard. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Êtes-vous le président ghanéen est en colère, je l'ai dit. Il veut faire recenser, documenter et toutes les atteintes aux biens et aux personnes subies par les Ghanéens en Afrique du Sud et présenter la facture au président sud-africain, en tout cas aux autorités sud-africaines. Comment procède-t-on véritablement? Et dans ce cas, quel recours, devant quelle juridiction? On en parle avec vous. Merci, maître. Merci, Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des civils qui ne sont investis d'aucun pouvoir, d'aucune autorité vous interpellent dans la rue et demandent vos papiers. Si vous ne les avez pas, vous êtes violentés et sommés de quitter le territoire sud-africain. Et même si vous les avez, ça ne change rien. C'est un reportage signé Jacques Amboka pour NCA. Depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud est confrontée à une recrudescence des violences visant les ressortissants étrangers, notamment les migrants originaires d'autres pays africains. Dans plusieurs villes, les commerces ont été pris pour cible, des habitants attaqués et des familles contraintes de fuir. À l'origine de ces tensions, une crise sociale persistante. Il faut signaler que la xénophobie, si vous regardez l'Afrique du Sud, ça se passe dans la province qui est appelée KwaZulu-Natal. C'est la province où résident les Zoulous, c'est leur province d'origine. Mais il faut aussi noter que depuis que l'ANC a commencé à voir le déclin sur le plan politique, il y a eu la croissance des politiciens de l'extrême droite. Les politiciens de l'extrême droite qui sont contre les immigrés, contre les étrangers, ils parviennent à manipuler facilement les noirs pauvres qui sont frustrés. Avec l'un des taux de chômage les plus élevés au monde, une pauvreté grandissante
et des inégalités toujours profondes, une partie de la population accuse les étrangers de prendre les emplois, de saturer les services publics et d'alimenter l'insécurité. Un discours qui trouve écho croissant dans certains mouvements nationalistes et sur des réseaux sociaux. Malgré les appels au calme et les interventions des forces de l'ordre, les autorités sud-africaines peinent à enrayer le phénomène. C'est une situation malheureusement qui va durer pour longtemps. Parce que comme je vous dis, l'ANC qui a accédé au pouvoir en 1994 avait gagné les élections avec une majorité absolue. Mais au fil du temps, à cause de la corruption et d'autres causes sociales, nous avons vu l'ANC en train de commettre un déclin. Au moment où nous parlons, l'ANC se trouve dans un gouvernement d'union nationale où, aux élections passées, l'ANC a eu moins de 40%. C'est-à-dire que du fait que l'ANC est en train de subir des chocs politiques au niveau des élections, la xénophobie va toujours continuer. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une réponse insuffisante face à des actes de violence qui se répètent. Plusieurs pays africains suivent avec inquiétude l'évolution de la situation. Certains de leurs ressortissants figurent parmi les principales victimes. Sur le plan politique, des voix s'élèvent pour dénoncer cette dérive. Parmi elles, Julius Malema, figure de l'opposition et leader de combattants pour la liberté économique, qui condamne régulièrement les attaques contre les immigrés africains. Peu avant cette émission, vous avez admis que l'Afrique du Sud est un État de droit. Oui. Mais on sait que dans un État de droit, un civil ne s'improvise pas policier ou agent préfectoral. Ça fait des mois, ça fait des semaines que le phénomène dure. Ça fait même des années que des civils demandent dans la rue des papiers aux migrants et les violentent. Et l'Afrique du Sud nous répond invariablement, nous ne sommes pas xénophobes. À quoi joue le pouvoir sud-africain finalement ? Alors, je pense qu'il y a une démission des autorités sud-africaines pour régler le problème de la xénophobie que connaît actuellement l'Afrique du Sud. Bon, ce n'est pas qu'un problème actuel, parce que c'est un problème qui réapparaît de façon récurrente. Oui. Vous vous souvenez déjà dès 2008, il y avait déjà des émeutes. Il y a eu près de 62 morts à cette époque-là. Et donc en 2015, pareil, il y a eu 7 morts. Il faut remarquer qu'en 2015, par exemple, vous avez déjà le roi Zulu qui appelait les étrangers à quitter l'Afrique du Sud. Oui. Et vous avez le fils de Jacob Zuma, monsieur Edouard Zuma, qui avait dit que le roi des Zoulous avait raison. Oui. Voilà, et Jacob Zuma a pris beaucoup de temps. Il a fallu attendre près de 3 semaines d'émeutes pour que finalement l'armée intervienne pour renforcer la police. Donc ce que je veux dire, c'est que dans un état de droit, donc vous avez, c'est seule la force publique qui a la légitimité de la violence. Oui. Donc, il n'y a que la force publique qui a le droit d'exercer la violence quand c'est nécessaire. On ne peut pas laisser à des civils le soin d'exercer la police sur le territoire, puisque quand des civils interpellent les gens, demandent des cartes d'identité, donc c'est des civils qui exercent les missions de police qui sont reconnues à la police. Donc, vous avez là, à la vérité, un empiètement sur les missions de la police qui est fait par des civils, qui sont tolérés, puisque vous avez des policiers qui parfois encadrent ces manifestations xénophobes. Donc vous avez là, moi je pense on peut dire que l'État sud-africain est dans un processus de faillite au niveau de l'autorité de l'État et qu'il est dans son intérêt, quand on tient compte du rang qu'il occupe au niveau africain et même au niveau mondial, de pouvoir retrouver en fait l'autorité de l'État sur tout le territoire sud-africain. Donc c'est un travail qu'il faut faire pour que l'État sud-africain retrouve son autorité, puisque son autorité est bafouée sur le terrain, parce que vous avez le premier devoir, la première mission d'un État, encore plus dans un État de droit, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Oui. Et ce, peu importe la nationalité des personnes qui sont sur le territoire. Donc on n'a pas un État encore plus de droit, ne peut pas se dire que les étrangers qui sont en situation irrégulière, ce n'est pas de ma mission d'assurer leur sécurité physique ou la sécurité de leurs biens. Donc, l'État sud-africain a failli. Et donc, je pense que ces étrangers qui ont quitté le territoire ou qui sont encore sur le territoire sud-africain doivent constituer avocats et mener des procédures pour se faire indemniser. Claude Phil et Kanga, ne nous cachons pas derrière le doigt. Ce qui est en cause, ce n'est même pas en tant que tel les sans-papiers. Puisque parfois, comme je l'ai dit, même quand vous avez vos papiers, on vous demande quitter
l'Afrique du Sud, nous voulons gérer désormais, réparer notre pays, nous n'avons pas besoin d'étrangers. Donc, au fond, la question de sans-papiers, c'est une fausse question finalement, non? Oui, évidemment que c'est une fausse question. On a vu dans le reportage que, même pour ceux qui sont en situation irrégulière, il y a de la répression. Cela confirme effectivement ce que M. Samba venait d'affirmer, la matérialisation d'un État failli et d'un État qui bénéficie en fait de la situation ou qui essaye de tirer au mieux parti de la situation en opérant par une fuite en avant. Ce sont les échecs économiques de l'État sud-africain qui conduisent à la disparité que vous avez évoquée sur le plan de l'économie, où un pays industrialisé plus ou moins comme l'Afrique du Sud a quand même un taux de pauvreté exponentiel parmi les plus élevés sur le continent, si ce n'est de la planète. Et effectivement, en 2024, lors des élections au niveau de l'Afrique du Sud, on a bien constaté que l'ANC, pour la première fois depuis les années 94, avait perdu sa majorité absolue. Un fait inédit. C'était la première sanction d'un peuple qui finalement voulait rappeler au gouvernement qu'il ne suffit pas d'être noir pour vouloir le bien des Noirs ou des Sud-Africains de manière générale. Il faut dans les faits mettre sur pied des jalons économiques qui fournissent à chaque citoyen la possibilité d'exister par lui-même. Sauf que, effectivement, avec la participation de certaines élites, dont le chef des Zoulous en 2015, Godwill Zwelithini, il y a justement cette facilité-là à ne pas regarder son propre reflet dans le miroir et à immédiatement fustiger autrui. Les étrangers ne sont absolument pas la cause de la crise économique en Afrique du Sud, littéralement. Il y en a qui font des métiers que les locaux ne veulent pas exercer. Et quand bien même ils sont arrivés, ils ont demandé un emploi, ils n'ont pas occupé des logements de manière... ils n'ont pas squatté, ils n'ont pas occupé des administrations ou des postes de manière brigande, pas du tout, et dont la population, évidemment démunie et écrasée par la minorité blanche qui possède 70% de la richesse nationale, et par l'establishment politique noir, qui agit un peu comme une sorte d'oligarchie qui se fiche pas mal des préoccupations des citoyens. Vous avez dans cette population prise entre deux feux, incapable de toucher du doigt les véritables origines du problème et qui se rabat sur la cible la plus facile, les étrangers, en expliquant que c'est eux le problème. Les chiffres ne mentent pas, pour finir. Au niveau de ce que vous aviez appelé les inégalités, ou du moins le chômage, en économie, il y a ce qu'on appelle le coefficient de Gini, qui mesure à peu près l'égalité ou l'inégalité entre deux ensembles dans une société donnée. Quand il est à 0, c'est qu'il y a une sorte de distribution équitable des richesses. Et plus il est élevé, plus ça va mal. Et en Afrique du Sud, il est à 63, au-dessus de 0. Ça montre le chaos économique au niveau de la distribution qui existe et à quel point l'Afrique du Sud a énormément à faire, énormément à travailler pour aplanir les choses. Vous avez 1% de la population qui possède 55% du patrimoine global. Vous avez, c'est la Banque mondiale qui travaillait dessus en 2017, c'était plutôt effrayant comme statistique, on évoquait que 0,001 de la population, une entité répartie entre à peu près 3500 adultes, 3500 personnes en Afrique du Sud possèdent donc plus que 90% de la population, plus que 32 millions de personnes. Et ce ne sont pas les étrangers qui possèdent cette richesse là-dedans. Les Sud-Africains doivent faire le bon diagnostic pour espérer des solutions. Et l'État doit arrêter d'opérer cette fuite en avant, sinon ceux qui ont perdu le pouvoir il y a une quarantaine d'années risqueraient de le récupérer et ce serait pire. Et ce sera pire. C'est très important ce que vous dites. Il faut faire le bon diagnostic parce que même quand on nous parle de crimes, enfin de criminalité, dont seraient auteurs les étrangers, les études montrent très clairement que 90% des prisonniers sud-africains sont sud-africains. Donc, la majorité des prisonniers en Afrique du Sud sont sud-africains, ce ne sont pas les étrangers. César Ben, est-ce que vous comprenez cette espèce de, appelons les choses par l'heure, non, de duplicité qu'on observe chez les Sud-Africains, les autorités sud-africaines? Vous saisissez la Cour internationale de justice pour déplorer les violences que subissent les Palestiniens de la part des Israéliens. Et vous, puisque c'est l'Afrique du Sud seul qui est le seul État pratiquement qui a porté cette lutte-là pour défendre la cause des Palestiniens, et vous tuez des étrangers sur votre sol. Comment comprendre cette incohérence finalement? Je crois que cette question est très importante.
En fait, c'est une situation très préoccupante. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question, je voudrais m'associer à deux idées qui ont été évoquées tout à l'heure. Il y a d'abord la première idée, c'est la faillite de l'État, en fait. Oui. On a constaté la faillite de l'État. Et puis, ensuite, on a compris qu'effectivement, c'était un problème de redistribution de richesses. Alors, ça m'amène tout droit, excusez-moi, dans mon livre, ça résume beaucoup de choses que j'ai abordées dans ce livre. Donc, j'ai parlé de la bonne gouvernance, j'ai parlé de l'État failli, etc., dans plusieurs domaines en Afrique. Bon, alors, pour résumer le problème plus spécifiquement de l'Afrique du Sud, je crois que l'Afrique du Sud, on l'a dit un peu, est victime de la mauvaise gouvernance après Nelson Mandela. Oui, mais je vais dire, l'Afrique du Sud n'est pas le seul pays où on gouverne mal. J'arrive. Donc je dis on a parlé du problème de la crise économique, du problème du chômage. C'est un problème important parce que vous avez une population qui est assez pauvre et donc qui est vulnérable aux manipulations. Donc la crise économique et le chômage. Il y a surtout une autre idée qui m'intéresse aussi, parce que c'est une combinaison de facteurs. Vous avez par exemple un deuxième facteur, c'est celui des fortes inégalités héritées de l'apartheid, qui n'a pas été résolu. Oui. Donc qui continue à ronger la société sud-africaine. Deuxième élément. Troisième élément, vous avez le système classique, qui est le système de bouc émissaire, mais ce n'est pas spécifique à l'Afrique du Sud. Donc ce système de bouc émissaire fait qu'on pointe du doigt aux immigrés. Non, mais dans cette proportion-là, c'est quand même spécifique. Là. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais bon, en fait, c'est un facteur déterminant. Mais je comprends ce que vous dites. Et ensuite, vous avez les discours politiques, diront, qui sont hostiles à l'immigration. Et enfin, vous avez des intérêts criminels. Attention, qui sont liés au pillage de l'Afrique du Sud, qui manipulent un certain nombre de populations qui sont démunies. Donc vous voyez qu'il y a un ensemble d'éléments, c'est un problème assez complexe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça résume un peu ce que mes copanélistes disaient tout à l'heure, mais je vais en détail pour vous dire que c'est assis sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas résolus. Donc voilà ces facteurs-là qui me paraissent être des facteurs qui créent la violence. Brice, nous en va très rapidement. Quelle est la démarche intellectuelle qui consiste à se dire si je vais mal, c'est la faute aux étrangers? Oui. Enfin, je vais dire, c'est trop simple, c'est même bête. Oui, mais vous dites que c'est bête, Richard, excusez-moi, parce que c'est du haut de votre niveau de conscience. Voilà, parce que, vous savez, la responsabilité, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire la part des choses entre ce dont vous êtes responsable et ce dont les autres sont responsables. Ça demande quand même une élaboration intellectuelle. Et même quand il y a une élaboration intellectuelle, c'est toujours pas le cas. Puisque les hommes politiques qui manipulent les populations contre les étrangers, ils sont intellectuels. Oui. Ouais, donc, mais bon, eux, on peut dire qu'ils recherchent le pouvoir. Donc, ils manipulent pour qu'il y ait un problème de rapport de force qui va faire en sorte qu'ils accèdent au pouvoir. Mais les populations qui sont démunies, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la misère, et auxquelles on dit que, puisque vous avez, c'est des gens, à la vérité, qui ne sont pas qualifiés. Mais qui voient que les emplois non qualifiés sont occupés par des étrangers, puisque eux, par rapport à une certaine fierté, ils veulent pas le faire. Et auquel on dit que si vous ne le faites pas, c'est parce qu'il y a des autres qui le font et qui sont des étrangers. Et donc vous irez mieux, vous pourrez le faire et vous gagnerez plus, parce que c'est eux, puisqu'ils sont nombreux, donc ils ramènent les salaires à la baisse. Et donc si vous accédez à ces emplois-là, vous allez gagner plus. Mais ces gens, ils n'ont pas besoin de beaucoup réfléchir. Vous voyez, parce que la réflexion, c'est plus complexe que ça. Donc, il y a un étranger, déjà, il est étranger, donc il n'est pas de chez nous. Et en plus, il prend le travail que moi, j'aurais pu prendre. Donc, ça fait déjà deux causes supplémentaires. Et on ne cherche pas à rationaliser. Parce que là, Richard, il ne faut pas chercher de la rationalité. Oui. On n'est pas dans le domaine de la rationalité, on est dans le domaine de l'émotion. Mais de là, tabasser à mort. Oui, mais des frères africains. Ce sont les instincts qui se réveillent. Et je pense même la fraternité africaine, il faut aussi la discuter. Parce qu'on a souvent tendance à croire que la seule circonstance d'être né tous en Afrique, on est frères. Je pense que... On ne l'est pas du tout. Je pense que non. C'est-à-dire que ce qui crée la fraternité, c'est la communauté des idées et des valeurs. C'est ça qui crée la fraternité. Quand vous partagez les mêmes valeurs et les mêmes idées, vous êtes frères. Vous pouvez être d'un autre continent, vous êtes frères. Mais la seule circonstance d'être né dans un même continent ne suffit pas. Et c'est ça, en fait, qui pose problème. On en parle tout à l'heure. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free.
Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous dont le numéro de ce jour est consacré à l'Afrique du Sud qui connaît un regain de violence contre les migrants. Nous cherchions dans la première partie de notre émission à comprendre les ressorts et les racines des maux qui minent l'Afrique du Sud et qui poussent certains Sud-Africains à s'en prendre aux Africains vivant en Afrique du Sud. On écoute ce qu'en dit Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain. Nous avons beaucoup de problèmes ici. Des problèmes légitimement soulevés, des niveaux massifs de chômage, c'est exact. Des niveaux élevés de criminalité, c'est exact. Mais on pointe du doigt les mauvaises personnes. Le niveau élevé du chômage dans ce pays n'est pas dû. Il n'est pas dû aux Africains sans papier. Ce n'est pas le cas. Nous connaissons l'histoire en détail. Comment l'Afrique du Sud, de 1994 à 2008 à 2009, a vu sa courbe grimper ainsi, avec des taux de croissance atteignant 6%. Puis, à partir de 2009, elle est repartie dans la direction opposée. Cela n'a pas été causé par les immigrés sans papier. Les personnes à l'origine de ce déclin rient dans leur coin en ce moment même. Parce que nous ne les pointons pas du doigt, mais nous regardons ailleurs. C'est une erreur. C'est Thabo Mbeki qui vient de parler, l'ancien président sud-africain. Et la situation dont nous débattons dans cette émission est une situation extrêmement complexe. Et parfois, on a même l'impression qu'il y a un double discours chez les autorités sud-africaines, ou même l'élite sud-africaine, c'est-à-dire un discours servi aux gens de l'étranger, et un discours à l'interne, parce que le même Thabo Mbeki qu'on vient d'écouter, il a dit dans un autre discours que ce qui se passe en Afrique du Sud. D'autres pays l'ont fait avant, et il a cité le Ghana et l'Afrique et le Nigeria. C'est pas faux, soyons honnêtes. Dans les années 80, effectivement, le Nigeria a chassé de son sol, de son territoire, Togolais, Béninois et compagnie qui étaient là-bas. Les Ghanéens aussi l'ont fait dans les années 70, je crois. Mais ce n'est pas parce que hier quelque chose de mauvais s'est passé que je peux justifier ce qui se passe. La même chose aujourd'hui, Claude Duffried et Kanga et Kanga. Thabo Mbeki semble oublier qu'il a été lui aussi président. Il y a beaucoup de duplicité dans ce qu'il dit. Outre le fait qu'il a certes raison de dire que ce ne sont pas les étrangers le problème, il fait une sorte de fourberie lexicale en maintenant le flot, en disant nous savons qui sont les coupables, on ne les mentionne pas. Tant qu'à faire, autant les mentionner. L'Afrique du Sud est dans ce que Desmond Tutu a appelé une Rainbow Nation, une nation arc-en-ciel où cohabitent plusieurs ensembles. Et on peut constater que les Noirs, comme on les désigne, parce que c'est en fait la gouvernance de l'ère apartheid qui a catégorisé ainsi les peuples. Les Noirs font aujourd'hui 80% de la population. Ils ont ce qu'on appelle les colored, les métis, qui sont à peu près 20%. Ensuite, tu as 8% de blancs approximativement, et on a à la fin 2%, 2,5% d'asiatiques à quelques décimales près. Et on peut constater depuis
les années apartheid, avant même qu'il ne soit institutionnalisé, il y a une loi sur les terres indigènes qui date de 1913, dans laquelle, justement, l'ensemble des terres arables a été attribué à la minorité blanche. Bien sûr, les Afrikaners, oui. Oui, qui ne font même pas 10% de la population. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Lorsque Cyril Ramaphosa, le président actuel, en janvier 2025, a décidé de promulguer une loi sur la redistribution, justement, des terres, dans un souci d'équité, bien sûr, parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer à un cerveau rationnel pourquoi il n'est pas normal que moins de 10% de la population possède les 3/4 des terres arables. On a vu une sorte de mur, de fronde se dresser, y compris avec le soutien de certaines grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, notamment Donald Trump, aidé de son compère Elon Musk, qui se sont insurgés contre cette mesure qui pourtant est compréhensible, qui pourtant est une partie de la résolution du problème. À la place, les États-Unis ont renvoyé M. Ibrahim Razol, l'ambassadeur sud-africain des États-Unis, qui était déclaré persona non grata, et ont menacé de supprimer l'aide à la santé et d'imposer plus de 25% de droits de douane. Donc en fait, on voit les tenants de l'establishment et de la domination de l'oligarchie économique actuelle qui évidemment ne veulent pas qu'une réelle égalité soit instaurée, et la population sud-africaine, comme j'ai dit, prise entre deux feux, entre cette minorité d'oligarques et l'establishment politique qui lui aussi bénéficie de cette situation, parce que ni Thabo Mbeki, ni Jacob Zuma, ni Cyril Ramaphosa n'ont à ce jour réellement montré leur capacité à vouloir aller plus loin que ce qu'on imagine être vraiment audacieux, et à accélérer, comme le défendait d'ailleurs le député des Economic Freedom Fighters, Julius Malema, accélérer ce processus de redistribution. Il y a beaucoup de langue de bois, on fait semblant de ne pas connaître d'où vient le problème, et on se permet carrément de laisser la police encadrer, entre guillemets, mais encadrer quand même, ces répressions ou ces contrôles aléatoires décidés par la population au mépris des dispositions exclusives dévolues à la police. Donc effectivement, il faut regarder les choses sous cet angle-là. Les Sud-Africains viennent d'une histoire très sanglante qui aurait dû les réveiller et leur permettre de comprendre que s'il y a bien un peuple qui ne peut pas faire ce qu'ils font là, ce sont eux. Lorsque les Boers, les Afrikaners, que ce soit les Britanniques, les Hollandais, les Français sont arrivés, déjà ils sont arrivés en tant que réfugiés. Oui. Louis XIV poursuivait les protestants en France. C'est ça. On les poursuivait en Allemagne depuis la réforme de Martin Luther, on les poursuivait absolument partout. Ils ont instauré une colonie de peuplement. Donc ils sont arrivés pour des questions déjà de survie, mais immédiatement sur place, ils ont appliqué sur les autochtones ce qu'eux-mêmes fuyaient ailleurs. C'est ça. Pas de droit, pas de citoyenneté, pas d'autorisation de franchir certaines limites. Et aujourd'hui, comme disait monsieur, on vit en fait une version simplement édulcorée de cet élément-là, mais qui est encore totalement présente et qui est simplement métastasée, que ce soit sur le plan citoyen, sur le plan politique peut-être un peu moins, mais ce n'est qu'une façade, sur le plan économique. Donc c'est à ce niveau-là, les pouvoirs politiques et l'oligarchie économique qui doit être mis sur le banc des accusés, et le peuple sud-africain qui a manifestement beaucoup de temps, pas tous, mais ceux-là, qui ont manifestement beaucoup de temps et beaucoup de force pour chasser les étrangers, il serait bien conseillé, tous ces gens-là, d'utiliser cette force-là à mettre la pression sur le pouvoir politique et sur les tenants de la chose économique pour que la redistribution soit effective. Sinon, c'est une fuite en avant qui ne fait que détruire et humilier même l'Afrique à l'international. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'intelligence dans la lecture qu'on peut faire de ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous avez une petite minorité de gens, donc des Afrikaners, qui tiennent l'essentiel des leviers de l'économie du pays. Vous avez même des villes où les Noirs ne sont même pas autorisés à mettre le pied. Orania, par exemple, c'est une ville sud-africaine. C'est la seule ville au monde, d'ailleurs, où il n'y a que des Blancs. Et eux, ils ne manifestent pas pour que tout centimètre carré de l'Afrique du Sud appartienne aux Sud-Africains, peu importe leur couleur. Ils s'en prennent aux étrangers. Je ne dis pas que les étrangers sont tous des enfants de cœur, c'est pas le sujet. Il y a sans doute quelques Nigérians, quelques Ghanéens qui s'adonnent à de la criminalité. Il faut les identifier, les arrêter, les sanctionner et éventuellement les expulser s'il le faut. Mais de là à faire une globalité, à demander à tout le monde, c'est dénué de toute intelligence. Oui, je crois que on est tous d'accord sur les éléments essentiels d'où provient la violence.
Bon, le collègue vient de terminer en mettant du doigt aussi les inégalités héritées de l'apartheid et évidemment la suite que ça a donné. Bon, mais moi je pense qu'il y a un deuxième échec, et je l'écris dans mon livre. Oui. Dans le chapitre où je dis les Africains, il faut que l'Afrique aime son frère. Oui. Alors, je l'ai écrit dans un chapitre spécifiquement, ça peut paraître un peu bizarre, ça peut paraître bizarre, mais en fait... C'est intéressant ce que vous dites. Philosophiquement, on peut mener le débat. Je vais répondre pourquoi. Parce que j'ai sillonné beaucoup l'Afrique. Et quand j'ai écrit ce livre, c'est vraiment à la base de beaucoup de voyages pratiques, etc., et d'observations. C'est quoi la conclusion? Et la conclusion est très simple. C'est-à-dire que, par exemple, en Afrique du Sud, les dirigeants sud-africains n'ont pas mis des programmes d'histoire des migrants. L'histoire de la migration africaine. Ils disaient parce qu'eux aussi, ils étaient réfugiés dans des pays voisins pendant l'apartheid. C'est vachement important, parce qu'il a dit tout à l'heure, mais je vous dis, c'est un chapitre clé dans le livre, l'Afrique qui gagne. Parce qu'effectivement, si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'autre, ça c'est la faillite des chefs d'État de l'Afrique du Sud. C'est ça le problème, c'est que bon... En dehors de la minorité qui est peut-être une minorité qui n'est pas correcte, mais c'est à la marge. Mais il faut qu'on apprenne à se connaître. Des programmes d'histoire pour aboutir à une maîtrise des valeurs de coexistence. C'est pas seulement en Afrique du Sud. Hein. J'insiste. Par exemple, quand vous allez même à l'intérieur de certains États africains, c'est catastrophique. Non, dans certains États... Je m'explique pourquoi. Quand je dis ça, en fait, vous savez, comme on fait son lit, on se couche. Hein. Je pense que là, bon, comme a dit mon collègue, Tambo Boki, il esquive un peu la question. Oui, c'est ça. Machin, mais le véritable problème, il est là. Oui. C'est-à-dire que ces gens comme Molès en Afrique du Sud, on ne les connaît pas. On les prend pour des gens qui sont des intrus, etc., etc. Mais si un Sud-Africain, par contre, sur le plan économique, les Sud-Africains gagnent les marchés dans d'autres pays africains. Oui, et là, ça va leur coûter cher désormais, parce que donc, effectivement, les autres États ne peuvent plus se laisser faire. Et ça m'amène à poser une question de droit. Et Brice, je suis en Afrique du Sud, j'ai construit ma maison à la sueur de mon front. Hein. C'est pas une subvention. J'ai construit ma maison, j'ai créé ma société, j'ai fondé ma famille, et du jour au lendemain, on me demande de partir. Mes biens deviennent quoi? Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut attaquer l'État en responsabilité lorsque l'État a failli à ses missions régaliennes. Voilà, ça c'est un principe de droit, je dirais, quasiment universel. À partir du moment où il y a un État. Parce que pour remonter même dans les origines, c'est-à-dire qu'un État ne devient un État que sur la base d'un contrat social. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se retrouvent sur un territoire et qui considèrent qu'ils ne peuvent plus se faire justice par eux-mêmes, ils ne peuvent plus faire la sécurité par eux-mêmes, donc ils délèguent ces pouvoirs-là à une entité autre qui est l'État. Donc à partir du moment où l'État faillit à ces missions-là, donc en tant qu'individu, votre maison a été cassée par exemple, votre boutique a été cambriolée, vous avez le droit de saisir le tribunal judiciaire du lieu où ça s'est passé pour engager la responsabilité de l'État. C'est-à-dire qu'il faut d'abord évaluer... mais vous n'êtes plus là. Oui, mais vous n'êtes plus là, mais ça ne vous empêche pas, puisque vous avez habité dans ces pays, d'avoir un avocat, d'engager je pense que les États dont les ressortissants sont touchés, peuvent engager des procédures. C'est-à-dire qu'ils peuvent déjà commencer par la diplomatie, c'est-à-dire que inciter l'État sud-africain à mettre en place des commissions qui vont étudier et évaluer les dommages que les étrangers qui ont été chassés ont subi en Afrique du Sud, notamment faire des évaluations, des expertises pour évaluer la valeur des biens qui ont été cassés, évaluer la valeur des fonds de commerce qui ont été pillés. Donc c'est un travail qu'il faut faire. Je pense qu'il faut commencer d'abord par la diplomatie, par des pressions qu'il faut mettre sur l'État sud-africain, notamment en mettant en avant le fait qu'il y a beaucoup de sociétés sud-africaines qui ont des marchés dans des pays-là. Et donc, de contrebalancer que si ces commissions ne sont pas mises en place, c'est le cas au Ghana, c'est le cas au Nigeria, des risques de non-renouvellement des contrats de ces sociétés. Donc, parce qu'on est dans un cadre de rapport de force. Donc, si l'État sud-africain ne veut pas prendre ses responsabilités, il faut l'inciter à prendre ses responsabilités. Et pour ça, il faut utiliser le rapport de force économique. Nous parlons là, Claude Dufride et Kanga, des drames humains. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Angolais, Ghanéens ou Nigériens, j'épouse une Sud-Africaine, que j'ai des enfants qui sont scolarisés en Afrique du Sud, et qu'on me demande, moi, de partir, je fais comment? C'est-à-dire que deviennent
Par exemple, quand ces 300 Ghanéens qui sont partis, ces 1000 Mozambicains qui sont partis, ces centaines de Nigérians qui ont été chassés, que deviennent leurs femmes et leurs enfants sud-africains? Oui, c'est ce que j'appelais la dislocation du tissu socio-politique. Et même, monsieur le disait fort véridiquement, l'histoire doit être remise au devant de la scène. Parce que voir l'Afrique se déchirer de cette façon, c'est démontrer proprement une amnésie chronique et insupportable. Parce que nous venons d'un passé qui, en fait, pour dire qu'il est traumatisant, on utiliserait un euphémisme. Les Noirs semblent appliquer envers d'autres Noirs ce que eux-mêmes ont fustigé jadis. Déjà, il y a l'élément de l'hospitalité. Effectivement, au-delà des entreprises sud-africaines qui sont hébergées hors des frontières sud-africaines. Dans mon pays, le Cameroun, par exemple, vous avez MTN qui a fortement pignon sur rue. À côté d'Orange Cameroun, c'est le deuxième opérateur de téléphonie. Il doit même être le premier dans plusieurs autres pays. Il y a aussi historiquement la capacité que l'Afrique a eu à héberger des victimes de l'apartheid et pas des moindres. Madame Myriam Makeba, qui avait épousé l'un des militants aussi de la cause noire aux États-Unis, monsieur Stokely Carmichael, qui justement se battait aussi aux États-Unis contre ce que les Américains appelaient les lois Jim Crow instaurées dans la période de post-guerre de sécession, malgré les tentatives d'abolition par Abraham Lincoln. Ils ont vécu donc aux États-Unis un mépris, une ségrégation, une humiliation, de la répression, beaucoup de sang. Et Myriam Makeba en Afrique vivait à peu près la même chose. Donc de part et d'autre de la mer, on avait deux entités qui connaissaient en fait ce qu'était la chosification de l'homme par l'homme. Et un pays comme la Guinée-Conakry de Sékou Touré a hébergé pendant une quinzaine d'années Myriam Makeba. Bien sûr. Julius Nyerere dans le Tanganyika qui est devenu en 64 la Tanzanie. La Tanzanie, bien sûr. Eu énormément de problèmes. Il n'a jamais été tendre avec le gouvernement britannique qui refusait de durcir sa politique envers le gouvernement pro-apartheid d'Afrique du Sud. Vous avez des Thomas Sankara, vous avez même Seretse Khama, non loin au Botswana, qui, en tant que d'ailleurs citoyen africain ayant réussi une sorte de coexistence entre les communautés dans son pays, le Botswana, s'insurgeait contre ce qui se passait en Afrique du Sud. Vous avez le soutien international et continental global à Nelson Mandela. Que ce soit chez nous au Cameroun, il avait le soutien des gens comme Ernest Wangé. Donc, vous aviez un soutien énorme de l'Afrique face à justement cette hérésie, cette tragédie humaine, un chapitre obscur de notre histoire. Et aujourd'hui, on a l'impression que les Sud-Africains sont apparus ex nihilo, comme ça, et qu'ils ont totalement oublié ce qu'ils ont vécu. Et là, quand on regarde cette facilité à détruire dans des familles, alors qu'à l'époque, le régime apartheid interdisait, par exemple, les relations entre races différentes. C'est-à-dire, vous pouviez avoir une personne avec qui vous avez une bonne affinité, avec qui vous entendez, vous pouviez avoir des enfants, mais lorsque vous êtes démasqué, évidemment, on crée une césure entre vous et on disloque comme ça les tissus familial. Et aujourd'hui, ils répètent la même chose parce qu'une fois encore, ils sont incapables d'établir le bon diagnostic. Ils doivent comprendre, les Sud-Africains, que même si l'apartheid a été aboli sur le papier, dans les faits et dans les têtes, il y a encore des structures, non seulement de l'extrême droite noire, mais aussi de l'extrême droite de la minorité blanche, qui veulent la perpétuation de ces mécanismes. Quand on a essayé simplement pacifiquement de protester contre l'implantation de l'Afrikaans comme langue officielle à côté de l'anglais, on a eu en 1976 les massacres de Soweto. Absolument. Quand on a voulu protester pacifiquement, une fois encore, contre les passeports intérieurs qui avaient été instaurés, qui sont en fait la version ancestrale de Orania que vous avez évoqué, on a eu les massacres de Sharpeville en... C'est ça. Et tout à l'heure... Et à chaque fois, le reste du continent a protesté contre. Oui, et tout à l'heure, j'évoquais le fait que, justement, quand le président Ramaphosa essaye de mettre sur pied une sorte de loi d'équilibre, on a encore l'establishment soutenu par la première puissance économique et militaire mondiale, les États-Unis, qui essaye d'empêcher cela et carrément entreprend de sanctionner l'Afrique du Sud. Monsieur Ramaphosa a même cédé à une intimidation puisqu'il a nommé Rolf Meyer, issu du Parti national, qui était jadis dans le gouvernement apartheid, même si, dit-on, il a contribué plus ou moins à la réconciliation. Donc en fait, que c'est impardonnable, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est impardonnable que des Africains face à d'autres. Et je souscris totalement à l'idée. Vous parliez de sanctions. Je crois une structure américaine a même coupé
On a même les États-Unis ont suspendu la subvention à une organisation non gouvernementale sud-africaine qui s'occupe des démunis, etc. Oui, et moi j'ai demandé c'est combien, c'est 200 millions de dollars. Je vais dire, l'Afrique du Sud a besoin de 200 millions de dollars des Américains pour subvenir aux besoins des démunis en Afrique du Sud. 200 millions de dollars. Nous marquons une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la violence, ou du moins au décryptage des violences xénophobes en Afrique du Sud. César Beng, je l'ai dit, le président Cyril Ramaphosa a promis ce jeudi 25 juin 2026, mettre tout en œuvre pour protéger les étrangers vivant en Afrique du Sud. Donc il avait les moyens de mettre tout en œuvre pour protéger les étrangers. Oui, en fait, bon... Je veux dire, il était temps. Oui, de toute manière, c'est ce qu'il déclare. Il déclare que, bon, en fait, il condamne la xénophobie, mais on a fait un peu le tour de la question. Le problème, c'est qu'il y a le rapport de force politique, il y a l'engagement des présidents, des différents présidents sud-africains dans la définition des politiques économiques efficaces pour lutter contre la pauvreté. Enfin, on a fait le tour de la question. Donc aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, pour en sortir, il faut quoi? C'est ça qu'il faut voir maintenant. Il faut d'abord, à mon avis, pour sanctionner, il faut renforcer l'application de la loi. Le gouvernement sud-africain doit punir tous les actes de xénophobie. C'est la première chose. Il faut réaffirmer l'application de la loi et les sanctions qui y vont avec. Mieux protéger les victimes et les réfugiés. Deuxième élément, c'est des actes forts. Lutter contre l'impunité. Ça dépend du gouvernement sud-africain. Ce n'est pas de la philosophie. Il faut lutter contre l'impunité, il faut avoir des actes concrets. Ensuite, quand vous dites lutter contre l'impunité, vous parlez de les gens qui se font justice soi-même. Ceux qui cassent, c'est bien ça. Vous parlez des casseurs. Oui, non, mais je dis des gens qui sont contrôlés, qui sont massacrés, etc. D'accord. Dans ce sens-là. Oui. Et qui font des actes de xénophobie. Bien sûr, c'est eux qu'il faut. Bien sûr, c'est eux qu'il faut sanctionner sévèrement. C'est déjà dans le chapitre de comment on fait. Parce que là, on a balayé. Bien sûr, comment on fait, bien sûr. On a identifié les problèmes. Sanctionner sévèrement les casseurs. Donc, je pense que c'est ça d'abord. Ça dépend, bien sûr. Ça dépend du gouvernement sud-africain, de ses responsabilités. Troisièmement, c'est la responsabilité du gouvernement sud-africain de mettre des politiques qui luttent, et il l'a dit tout à l'heure, des politiques qui luttent contre les inégalités économiques. Oui. Ça, c'est des éléments qui amènent des réponses concrètes pour essayer d'améliorer la situation de ses concitoyens. Donc, cinquièmement, combattre, attention, parce que là, on est dans les sanctions, c'est pour ça que je l'ai dit, combattre les discours de haine. Il y a les discours des extrémistes zoulous, il y a les discours des extrémistes d'extrême droite, etc. Il faut poser des actes, il faut condamner ça sévèrement. Ensuite, à mon avis, c'est pas tout. Il faut que les médias sud-africains, les leaders politiques et tout le reste montent au créneau. C'est un ensemble. Les journalistes, ils doivent dénoncer, si les Sud-Africains doivent dénoncer ces actes de manière efficace. Donc vous voyez bien. Donc là, je liste un peu, mais c'est pas tout. J'ai dit tout à l'heure,
et qu'il faudra des modules pour apprendre l'histoire. C'est-à-dire apprendre l'histoire des migrations, par exemple. C'est vachement important. Et enfin, pour moi, il faudra organiser les campagnes pour déconstruire les préjugés, en fait, contre les étrangers. Ça dépend aussi du gouvernement sud-africain. Ouais. Et enfin, il faudrait favoriser un dialogue communautaire et des espaces de dialogue dans lesquels les habitants locaux sud-africains avec les étrangers peuvent échanger. Et enfin, promouvoir la solidarité et protéger les immigrants et les réfugiés en Afrique du Sud. Voilà, pour moi, les solutions pratiques qui dépendent du gouvernement sud-africain qui peuvent mettre ça immédiatement en place. Brice Nzamba, c'est très intéressant ce que dit César Beng, mais le problème est encore plus profond. Heureusement que certains États du continent commencent par prendre conscience et adoptent des législations favorables à l'intégration continentale. Journaliste, je me rends à Johannesburg pour couvrir un sommet des assemblées annuelles de la BAD. À l'aéroport de Johannesburg, africain, noir donc, vous êtes pris à partir d'une certaine manière. On vous parle avec mépris. Vous avez quel passeport? Heureusement, disons ça comme ça, je suis un passeport qui n'est pas africain. Et là, le traitement change. Ah, mais vous n'avez pas besoin de visa pour aller ici. Vous voyez tout de suite que le traitement change. Les autres Africains, c'est la croix et la bannière. Et là, je vois ça tout triste. J'observe et je dis, mais pourquoi un Africain, d'abord, a-t-il besoin de visa pour aller en Afrique du Sud quand pratiquement tous les pays de l'Union européenne sont exemptés de visa? C'est-à-dire que un clochard allemand, français et britannique peut aller sans visa en Afrique du Sud. Un délinquant français, allemand, britannique, hollandais, tout ce qu'on veut, peut aller en Afrique du Sud sans problème. Mais Dangote a besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. L'homme d'affaires camerounais, César Beng a besoin de visa. Vous avez besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. Mais n'importe quel Européen peut aller en Afrique du Sud sans visa. C'est pas scandaleux? Alors, moi, je dirais que si on pense immédiatement, on va dire que c'est scandaleux. Mais il faut approfondir pour comprendre les raisons qui gouvernent de telles attitudes. Voilà, parce que le gouvernement sud-africain part du principe que les ressortissants européens qui arrivent en Afrique du Sud sont des potentiels investisseurs. C'est un préjugé. C'est un préjugé. Voilà, parce que à la vérité, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Et ils partent du principe encore un préjugé que les ressortissants africains qui viennent en Afrique du Sud sont plus des poids que des éléments de nature à élever le niveau économique de l'Afrique du Sud. Encore un préjugé. Vous voyez? Donc, ça m'emmène à dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la seule circonstance d'être africain ne suffit pas. Voilà, pour considérer l'autre comme étant un frère. Voilà. C'est-à-dire que c'est parce que la fraternité des peuples entre eux ou d'un peuple entre lui-même se construit politiquement. Voilà. Il faut construire ça politiquement. Donc, il faut travailler l'intégration africaine à travers des lois, mais pas que des lois. Ça a été dit déjà ici. Le système éducatif doit suivre. Il faut montrer aux gens que, au-delà de certaines différences qu'on peut avoir, il y a un socle commun de la culture africaine. Voilà, il y a une histoire. On a connu des empires, et les peuples se sont entrelacés. Vous avez le peuple bantou, il est un peu partout sur l'Afrique. Voilà, en Afrique. Donc, du coup, il y a le système éducatif qu'il faut revoir. Il faut que les hommes politiques puissent récupérer cet élan-là pour procéder à une intégration africaine. Et vous l'avez dit, notamment avec le problème des visas qu'il faut enlever. Qui n'a pas de sens. Mais en fait, si on enlève les visas, mais qu'on n'a pas préparé les populations sur le plan moral et intellectuel à l'accueil des étrangers africains, ça n'aura pas d'impact. Parce que à quoi ça me sert d'arriver en Afrique du Sud sans visa si par la suite je suis victime de manifestations xénophobes? Ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut que tout soit lié. Ça a été dit aussi. Il faut que ça soit global. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait des hommes politiques africains qui se saisissent de l'intégration africaine d'une part, et d'autre part, pour rendre cette intégration africaine-là effective, il faut que le travail éducatif soit fait aussi auprès des populations. Donc il y a ça. Donc pour revenir aux manifestations xénophobes, moi je pense que c'est une mauvaise réponse à un problème qui est réel. Voilà. Les manifestations de xénophobie, c'est une mauvaise réponse à un problème réel qui a été soulevé ici, qui est un problème de distribution économique. C'est tout. Voilà.
Donc nous sommes en train d'envisager les solutions. Cyril Ramaphosa a promis mettre tout en œuvre effectivement pour protéger les étrangers, enfin tous ceux qui vivent en Afrique du Sud. Je fais remarquer que les étrangers français, chinois, britanniques n'ont pas le même problème. Et même les Bangladais ou les Pakistanais. Oui, ils n'ont pas les Indiens, ils n'ont pas ce problème. Non, hein. C'est seulement les autres Africains. Et Claude Wilfried et Kangaka, au fond, on parle de la ZLECAf, zone de libre-échange continental. Et je comprends pas. Ça ressemble à beaucoup d'institutions continentales qui n'existent que sur le papier, mais qui pêchent dans les faits. Pour qu'il y ait libre-échange, le libre-échange est facilité par la libre circulation des personnes. Bien sûr. Eh bien, nous vivons dans l'espace Schengen en Europe. Je suis très à l'aise quand je prends un TGV entre Paris et Francfort. C'est la même monnaie. Ils ont même adapté les trains pour que les systèmes d'alimentation électrique, que le train s'adapte aux différents. Oui, sans interruption. Électriques, sans que tu ne sans arrêt. Traverse la frontière. Tant que ces données-là ne sont pas une réalité, et en Afrique, on va toujours être dans le superflu et le décoratif, pendant que le réel se fait y attendre. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que oui, c'est vrai qu'on peut déplorer certaines subventions supprimées aux ONG, mais finalement, ce n'est que 200 millions de dollars. Même si c'est quand même 200 millions de dollars, on peut se demander comment un État aussi puissant que l'Afrique du Sud a forcément besoin d'une subvention de 200 millions de dollars et ne peut pas y subvenir soi-même. Même si, évidemment, parmi les sanctions américaines, il y avait autre chose, notamment les barrières douanières, etc. Donc, en fait, effectivement, il y a énormément de choses à réaliser pour que la libre circulation soit effective. Vous avez évoqué les volontés affirmées de Ramaphosa de mettre un terme à tout ça, mais la vraie question, c'est comment ça se fait que ça se reproduise d'ailleurs. Monsieur Samba a évoqué les événements de 2008. Puis les événements de 2015. Et là, ça a ressurgi en 2019. Puis 2019. Oui, et évidemment, ça va ressurgir en 2034. Et le prochain président va expliquer qu'il va faire la lumière sur cette affaire. Et en fait, on constate en fait qu'il semble régner une sorte de volonté de bouc émissarisation de la part du pouvoir politique qui se dédouane, puisque les étrangers sont ciblés comme l'origine du problème. Pour le pouvoir politique, c'est tout bénef, comme on dirait. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la cause, ce sont les étrangers. On a mis des emplois, on a mis un cadre qui vous permet de subvenir à vos besoins, mais bon, les étrangers se sont engouffrés de manière illégale, ils ont pris vos emplois. D'une certaine façon, cela semble arrangé, et en fait, le pouvoir politique qui finalement se retrouve embêté par le fait de défendre les étrangers face aux extrêmes droites qui sortent dessus, disant que c'est les étrangers le problème, et on se met à faire des calculs électoraux pour les échéances à venir parce qu'on ne veut pas perdre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je disais, le peuple est pris entre deux feux face à une oligarchie économique dans ce pays qui est quand même le second producteur d'or continental à côté du Ghana et qui détient moult ressources comme la quasi-totalité des pays africains d'ailleurs et qui ont largement de quoi approvisionner tous ses citoyens. Mais le capitalisme, la cupidité, la volonté d'accaparement de la majorité des richesses fait qu'on ne veut pas réformer un système dont on profite et finalement ce sont les principales victimes qui jouent les idiots utiles, permettez-moi l'expression, contre justement d'autres personnes qui sont d'autres victimes. Comme ça. Parce que la complexité, encore une fois, de la problématique, c'est que vous avez des gens, des étrangers, qui emploient par exemple 20 Sud-Africains. Ils ont des sociétés, ils ont un commerce, ils emploient 20 Sud-Africains. On l'expulse sous prétexte qu'il n'a pas de papier. Mais pourquoi vous ne le régularisez pas? Puisqu'ils contribuent à l'économie locale. Ils donnent du travail aux gens. On l'expulse, on pille son magasin, et on dit c'est parce qu'il est sans papier. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, mais vous vous rendez compte si on subissait ça sur un autre continent autre que l'Afrique, comment on aurait réagi? Vous voyez, cet élément me permet de souligner un autre aspect des choses. Et je le dis même dans le livre, c'est la notion de leadership. Pourquoi je dis leadership? En fait, parce que pour résoudre le problème des visas, etc., ce problème, il n'existe pas qu'en Afrique du Sud. Quand vous allez du Cameroun, oui, on est d'accord. Vous avez des visas. Oui, c'est une aberration. C'est une aberration, mais c'est pourquoi? Parce que nous avons hérité d'un système qui a parcellé le continent. Donc, la notion de leadership, elle a deux volets, la notion de leadership. Le premier volet, c'est la vision.
Donc il faut penser continent. Le deuxième élément, le leader de la deuxième notion, c'est manager. Donc le véritable problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui sortent de ce schéma, hein, et qui disent, voilà, nous, on a par exemple décidé qu'il n'y aura plus de visa dans aucun pays africain. Mais pour ça, il faut passer de la régionalisation, de l'intégration vers le continent tout entier. Mais pour ça, il faut des leaders politiques. Ça pose quel problème au fond? Il faut les leaders politiques qui sont courageux. C'est intéressant. Et qui changent la donne. En plus, et je finirai en finissant cette émission par un exemple assez éloquent qu'a donné il n'y a pas très longtemps Stanislas Zézé, par exemple, brillant analyste financier ivoirien. Il dit, on me donne rendez-vous à Yaoundé pour un rendez-vous d'affaires. Il faut que je me déplace tout de suite. Mais il était vers 19h, il fallait prendre le visa. L'ambassade est fermée. Et il dit quelque chose d'intelligent. J'aurais aimé un système où... On prend à l'aéroport. À l'aéroport. Même si c'est $200 que je dois payer, faites-moi payer ça. Mais qu'on ne me dise pas, je ne peux pas voyager parce que l'ambassade est fermée pour me donner le visa. Ça n'a aucun sens. Comment on fait? C'est pour volonté. Aujourd'hui, le Bénin a supprimé. Voilà. Mais pas que le Bénin, le Rwanda. Voilà. Je crois le Togo aussi. Le Congo, c'est avec beaucoup de pays. Oui. Avec beaucoup de pays, je pense que le Congo va évoluer vers une suppression totale pour tous les Africains, parce que je sais que Béninois, Tchadiens, etc. n'ont pas besoin de visa pour aller au Congo. Le Maroc aussi en a supprimé pour beaucoup de pays africains. C'est à ça qu'il faut évoluer, non? Et puis, il y a un autre élément par rapport à ce dossier, c'est que vous avez pendant longtemps, comme nous on appelle les États lilliputiens, enfin en droit international, les petits États, vous avez une manne qui gère les ambassades africaines, hein, à travers ces taxations. Donc ce qui fait que pendant longtemps... Ça génère beaucoup de fonds. Beaucoup de visas. Donc pendant longtemps... non, c'est pas négligé. Oui, bien sûr. Bon, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est coincé à ce niveau-là. Donc il faut dépasser ça pour avoir un truc continental beaucoup plus harmonieux et qui protège les citoyens africains. D'accord, mais je paie à l'arrivée. C'est déjà un pas. Oui, mais si on arrive à avoir un leadership, et qu'on décide que tu peux payer à l'aéroport, et on peut même décider que tu ne payes pas du tout. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. Au moins, quelque chose est gagné. Le 30 juin ne signifie plus rien du tout. Le délai de 30 juin ne signifie plus rien du tout. En tout cas, on n'a plus à craindre pour nos frères africains, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui sont en Afrique du Sud. On va espérer que la situation évolue vers une suppression totale du titre de séjour et de visa, et que l'Africain soit partout chez lui en Afrique. Le mot de la fin. Non, je pense que vous avez tout l'essentiel est dit. Merci, chers invités, d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré à l'Afrique du Sud. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci. Thank you.